Bon, Seb, tu voulais nous parler des startups justement et du fait que c'est Oui, toujours compliqué moi de c'est se mon quotidien financer. les Ouais. startups. J'adore, c'est mon fuel. Les entrepreneurs, je leur parle tous les jours, hein, je sais pas, entre 5 et 10 par semaine. Moi, je voulais vous parler, et je pense que vous avez vu ça, et surtout, je voulais vous interroger sur comment vous voyez cette nouvelle année. Juste, voilà, on rappelle deux, trois chiffres quand même, quand on parle de financement de l'entrepreneuriat et notamment des startups en France, et puis on va élargir après évidemment à l'Europe et ravi de savoir ce qui se passe aux US. On a eu donc autant de deals l'an dernier, ça je le rappelle, que en 22. Bon, jusque-là tout va bien, sauf que le gâteau, c'est vachement rétréci, puisqu'en valeur et non pas en volume, comme vous le savez, il y avait beaucoup moins d'argent à se partager. Grosso merdo, 8 milliards d'euros levés par la French Tech en 23, ça fait une baisse de quasiment 40%. C'est la première baisse, mine de rien, en 5 ans. C'est-à-dire qu'en 22, on s'en était bien sorti, parce qu'il y avait encore un début d'année qui était pas trop dégueu. On a mis du temps à comprendre que ça se gelait. Donc beaucoup de startups, ça on le sait tous, on l'a tous vu avec nos potes, ont du mal à lever quand ils y arrivent. Ça leur prend 6 mois, 9 mois, 1 an parfois. C'est hyper laborieux. Et beaucoup ne lèvent pas. Hein, et beaucoup ne la lèvent pas, vérité, effectivement. Et donc, sont obligés de virer plein de gens ou carrément de passer avant le redressement. Chapter 11 aux États-Unis, quoi. Ouais, bon, en liquidation judiciaire. Ouais, c'est ça. ouais. Conciliation, redressement et in fine, effectivement, liquidation. Merci, Carlos. Et donc, et souvent, d'ailleurs, tu lèves moins que ce que tu espérais à des conditions âprement négociées avec tes invests, notamment quand tu as un lead, tu vois, côté VC. Ces fameux VC, eux, certes, ils ont encore plein de poudre sèche, comme on dit, en traduction littérale, mais au global, ils sont pas beaucoup mieux, pas en bien meilleur état que les entrepreneurs, puisque leurs investisseurs à eux, au-dessus, donc les fameux LPs, ils sont devenus évidemment beaucoup plus frileux. Le sans risque rapporte, hein, aujourd'hui, tu vois, tu as des taux entre 3 et 5%, où tu prends zéro risque, ça travaille tout seul, ça rapporte. Donc les perfs, elles se dégradent. Pourquoi? Parce que il y a plus d'exit et ils sont assoiffés, ces mêmes fonds de capital risque, d'exit, donc de sortie. Selon PitchBook, là je voyais ça cette semaine, en Europe, là, si j'élargis la focale, ces exits là, elles sont au plus bas depuis 10 ans. Rendez-vous compte, avec moins donc de 12 milliards d'euros l'an dernier. Là, c'est une chute donc de 70%, c'est considérable. Les investisseurs pros, donc ces fameux LP, s'il y a moins d'exits, il y a moins de retours de capitaux. Il y a moins de capital du coup à recycler dans des nouveaux fonds ou des fonds qui sortent le numéro 2, 3, 4, 4e, voilà. Et forcément, donc du coup, in fine, on va le voir, et ça, on va continuer à le voir en 24, et peut-être ça va durer des années. Ça va faire moins d'argent, de pognon neuf à investir dans les nouvelles startups ou dans les rounds supérieurs. Malgré tout, je vais chausser mes lunettes roses avec vous aujourd'hui, et je vais revenir aussi, de parler de moi, aux investisseurs particuliers et aux BA. C'est un peu la même histoire. C'est juste que les BA ont plus d'argent. En gros, les BA, ils font les chèques entre, on va dire, 10 et 100K, quand le particulier, quand il commence à y mettre, c'est, on va dire, entre 100 balles et 1000 ou 2000 balles. Et ben, chez SoWeFund, nous, 2000 euros, c'est le panier moyen. Et bien, là, il y a de l'espoir, parce que, effectivement, il y a toujours énormément d'épargne. En tout cas en France et en Europe, énormément d'épargne. C'est un bac à sable, tu vois, qui repart à zéro, qui va dire tous les 1er janvier, parce que augmentation, parce que j'en sais rien, bonus. Il y a de la défisque aussi. Hein. Défisque à fond les ballons, merci. Là, on a vraiment, grâce au gouvernement, du vent dans les voiles, gouvernement français. Là, on copie ce que font le UK, les Brits, qu'on n'a pas ici depuis 15 ans, que vous n'avez pas là-bas. Nous, ça va être des réductions d'impôts maintenant entre 30 et 50% du montant investi. On sort ça de la niche fiscale qui était classique à 10 000 balles. On sort ça, on fait une niche spéciale maintenant pour investir dans tout ce qui est start-up, PME digital, etc. Donc des boîtes un peu récentes, tu vois, qui ont moins de 10 ans, qui n'ont pas trop de chiffre d'affaires, qui n'ont pas non plus des centaines de salariés. Et effectivement, ça fonctionne. Mais tu lèves combien là? C'est ça. Alors c'est le seul bémol, c'est que l'argent dont tu parles là, au final, au bout de l'année, au 31 décembre, ça te fait des centaines de millions d'euros. Alors que les VC, c'est en milliards. Donc on n'est pas dans la même échelle. Mais il n'y a jamais eu autant de gens qui voulaient investir. Et en même temps, les startups ont besoin de moins d'argent qu'avant aussi. Les startups ont besoin effectivement de moins de capital. Et t'as un accès, des plateformes comme les nôtres, maintenant il y en a un paquet, t'as des clubs de BA, t'as plein de boîtes qui se montent, qui s'organisent. Tu sais, sur les BA, je te mets un bémol, en tout cas ici aux États-Unis, les BA c'est pas si évident que ça. Hein. Il y a quand même besoin les BA, ils sont à la recherche de liquidité en ce moment, hein, quand même. Hein. Parce qu'ils sont pris les taux sur quoi? Sur le Web3, tout ça? Métaverse? Sur tous les sujets, hein, les BA aujourd'hui se posent la question s'ils sont encore riches. Hein. C'est-à-dire que ils ont perdu beaucoup sur leur position, notamment ils ont investi dans de la crypto, donc là ils ont perdu
pas mal sur ces positions-là. Ils ont investi dans des startups, et il y en a beaucoup qui sont mortes. Et donc, écoute, comme toujours, nous, on est en train de retard parce que c'est pas vraiment ce qu'on voit en France. Kevin, je parle sous ton contrôle aussi. Tu vois, tous les gars qui ont fait un peu d'argent, qui ont revendu C-level, etc. Ils ont à cœur de mettre des tickets. En fait, c'est le réemploi, ce dont tu parles. Oui, en partie. Mais eux, ils ont déjà eu la prime au moment de l'investissement, parce qu'en fait, ils ont fait de la défiscalisation. Tu défiscalises presque 50% de ton investissement. En France, quand tu vois tous ces entrepreneurs, et c'est génial, hein, c'est génial qu'ils le fassent. Mais soyons honnêtes, hein, c'est de la défisque, hein, c'est-à-dire que il fallait déployer de l'argent, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'investissements. C'était un truc qui avait existé déjà en Angleterre, au Royaume-Uni, et qui avait très bien marché. Et je pense que c'est une très bonne idée de l'avoir implanté en France, et nous on n'a pas ça aux États-Unis. Alors moi je rebondis sur ce que tu dis, Seb, parce que si jamais vous vous posez la question d'après ce que vient de dire Seb, tiens, mais je vais aller faire un tour aux États-Unis parce que le ciel est plus bleu aux États-Unis. Alors, je vous montre les chiffres qui sont les mêmes que ceux de Seb. L'investissement, il est pas down de 38% aux États-Unis. Il est down de 74,7%. Ok? Donc, quand on compare l'investissement qui a été fait en 2023 par rapport à l'investissement d'il y a 2 ans, c'est moins 75%. La part du gâteau, elle a baissé de 75%. Et dans les parts de gâteau qui restent, il est trusté par l'IA et par 2-3 trucs. Hein. C'est pas pour tout le monde. Et il est trusté par quelques sujets très particuliers. Et en partie, il est trusté, certes par l'IA, mais par un autre secteur qui est très capital intensive, c'est la biotech. Hein. Et tout ce qui est climate, etc., et qui consomme énormément de capital. Donc, quand vous avez enlevé la biotech, le climate et l'IA, je peux vous dire que pour les B2B software, SaaS, machin, etc., le Web3 et les autres, il reste plus grand chose. Hein. Et alors, je continue sur les chiffres. L'IRR, qui est le métrique de la mesure de la performance des investisseurs, moins 17% aux États-Unis. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Les limited partners, c'est-à-dire ces gens qui investissent dans les fonds pour exactement les mêmes raisons, les bons du trésor aux États-Unis, toi tu parlais de 4-5%, on a aujourd'hui les bons des trésors l'année dernière qui étaient rémunérés à presque 9%. Donc qu'est-ce que je vais m'emmerder après prendre du risque si je peux foutre mon argent de façon hyper safe dans des bons du trésor rémunérés à 8-9%? Du coup, l'investissement de ces limited partners dans les fonds baisse de 73%. 73%. Ouais, alors moi, je vois quand même de la lumière au bout du tunnel sur ce tableau noir là qu'on dépeint ensemble, parce que déjà les taux, ils sont pas tenables. C'est-à-dire que pour nos pays très endettés, et là on est dans la même mouise, Europe et USA, on peut pas, tu vois, sur des taux comme ça, 3, 4, 5%, la dette va exploser. Elle a déjà explosé, mais elle va continuer. Donc, ne serait-ce que la charge de la dette va nous plomber. Donc, il faut que ça baisse. La question, c'est évidemment quand. Peut-être qu'on s'est excité, ça va pas être tout de suite, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est une question de trimestre, c'est pas une question d'année. Ça va rebaisser. Et quand ça va rebaisser, la tech va être un peu plus sexy. Tout le monde attend ça, hein, mais pour l'instant, je sais pas ce que t'en penses, Eve, mais moi, je vois pas les taux d'intérêt baisser aux États-Unis. On a un autre problème aux États-Unis, hein. Enfin, dans le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on balance des bombes au Yémen, hein. C'est qu'on nous ont bouché le canal de Suez. Et ça fait vraiment chier parce que l'inflation qu'on pensait la maîtriser, et puis maintenant, avec ce truc-là, quoi, en fait, on voit les prix remonter à cause de ça, quoi. Donc, tant que l'inflation, elle était à peu près maîtrisée, mais elle risque de remonter. Donc, il y a aucun intérêt à baisser on peut pas baisser les taux d'intérêt, sinon l'inflation va exploser, quoi. Ouais. Seb, je voulais te demander sur le sujet VC en ce moment. Moi, j'ai vu dans le dernier round qu'on a levé qu'il y avait beaucoup d'SPV. Donc, on a levé pas mal du round avec des groupes d'SPV. D'ailleurs, un des groupes, c'était... The Special Purpose Vehicles, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des business angels qui se regroupent entre eux, qu'en fait, pour faire une seule ligne d'investissement dans la startup au lieu d'avoir 20 BA. Et je trouve que ça a gagné énormément en popularité les dernières années, surtout cette dernière année. Donc, je savais pas si tu avais des stats là-dessus, mais j'ai trouvé que... Et d'ailleurs, je trouve qu'ils sont assez helpful, plus helpful que des funds qui investissent dans ton round, parce que on a eu des SPV comme Moza Angels, qui est un énorme groupe de product managers en Europe. Donc, c'est plein de product managers dans plein de super boîtes. T'as fait ça sur Roundtable, j'imagine.
Non, je les ai rencontrés, ils m'ont contacté. Okay. Et il y avait des process assez standards et assez bien. Et j'ai trouvé que, enfin, j'ai beaucoup aimé lever de l'argent avec des SPV. C'est super. Bah écoute, nous, c'est exactement ce qu'on fait chez SoWeFund. On fait des SPV. Tu vois, on a fait une boîte B2C qui s'appelle La Marque en Moins. Et fin décembre, ils ont fait rentrer quasiment 1000 personnes. Une grande partie, c'était leurs clients. Et puis après, ça a été nos investisseurs. Et je te dis, des tickets 1000, 2000. Alors certains mettaient 30, 40 000. Mais donc le SPV, évidemment, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un super plan. Ça se développe beaucoup en France, en Europe. J'ai pas les stats malheureusement pour te répondre, Eve. Mais oui, t'as raison. C'est une des clés. Ça règle pas tout, naturellement, mais c'est une des clés. Et beaucoup de gens en font aujourd'hui. Même des fonds, même des VC se mettent au SPV. Ouais. Bon, Kevin, on va terminer cette émission parce qu'on arrive presque à 1 heure d'émission là. Tu voulais nous faire t'avais un petit coup de cœur qui m'a fait beaucoup rire. J'avais pas vu ça, quoi, en fait. Enfin. Nos chats vont servir à quelque chose. C'est ça. Alors c'est une découverte sur les internets. Parce que on est d'accord que les chats ça sert à rien, quoi. Ouais, autant un chien ça sert à quelque chose. Un chat, on sait toujours. Moi j'aime bien, mais je suis allergique. Quelle était l'utilité du chat? C'est spécial dédicace pour Camille qui a toujours son chat qui passe devant la caméra pendant l'émission. Voilà. Donc le chat est jamais très loin du bureau et de l'ordinateur. Donc à quoi ça sert un chat à côté du bureau? Eh ben, je sais pas si vous connaissez le Two-Factor Authentication. C'est cette méthode d'authentification renforcée quand vous recevez un SMS avec un petit code parce que vous devez passer un virement. Ça, c'est du Two-Factor Authentication. Quand Google vous demande d'aller valider que c'est bien vous qui vous connectez sur Google, depuis votre téléphone, ça, c'est du Two-Factor Authentication. Et ben, une certaine Christine a eu l'idée d'utiliser la puce de son chat comme seconde méthode d'authentification. C'est-à-dire la puce du tatouage, parce que effectivement le tatouage aujourd'hui c'est une puce électronique, exactement. En fait, c'était lors du hackathon de son entreprise. Du coup, c'est une entreprise qui s'appelle WP Engine, qui est un hébergeur de site WordPress qui est assez connu. Ils ont une très belle culture d'entreprise, visiblement. Ils font des hackathons régulièrement et elle a décidé d'aller faire ça. Donc, en fait, c'est simple. Au moment de l'authentification, elle a rajouté un nouveau protocole qui permettait de faire ce système. Et donc, elle avait le détecteur branché sur l'ordinateur, enfin le lecteur de puce de chat branché sur son ordinateur, et c'est le code qui était renvoyé qui validait que c'était bien elle qui était à côté de son écran en train de le faire. Voilà. Donc, si vous savez pas quoi faire avec votre chat, tu peux pas accéder à ton compte bancaire. D'abord, tu as besoin d'un mot de passe, et ensuite le deuxième facteur d'authentification, c'est ton chat. Ça serait ton chat. C'est ton chat. Donc ça veut dire que il faut avoir ton chat à côté. Courage. Alors c'est un énorme avenir pour tous les empailleurs parce que ton chat va mourir. Donc là, on va avoir un business qui est chez les empailleurs d'animaux qui va exploser, puisque tu vas être obligé d'empailler ton chat pour garder accès à ton compte bancaire. Bon, on est d'accord, tout ça c'est pour la blague, hein. Il n'y a pas de business derrière, mais c'est génialissime. C'est un beau projet de hackathon, c'est n'importe quoi et voilà, on aime ça. Bon. Christine va trouver du boulot ailleurs que chez WP Engine avec ça, hein, quoi. Ça, c'est absolument. Je pense qu'elle va recevoir pas de mots parce qu'elle a de l'humour, elle est créative et visiblement elle s'est développée, quoi, en fait. Donc c'est super. Donc voilà, vous allez pouvoir utiliser votre chat. On va se quitter là-dessus parce que comme on commence cette année avec un peu la déprime, c'est pas mal de se quitter sur une connerie comme ça. Bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos. Bye bye.